Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Allô? Ah, voilà. Alors. Bien, je vous remercie d'être à cette rencontre littéraire qui réunit aujourd'hui Myriam Chancy, qui nous vient des États-Unis, avec un beau livre qui s'appelle Voix, éclair et tonnerre. Dans un très beau recueil de récits intitulé Mortel, et Mortelleux, sous la direction de Alice Rivard. Nous accueillons aujourd'hui pour ce récit très poignant, Condamné à ne pas me décomposer, par Maud Lafleur. Voilà. Et finalement, un récit, est-ce un récit, un roman ou par Ève Landry, Céline après René, ça doit vous dire quelque chose. Alors c'est un bonheur de vous accueillir, d'être là aujourd'hui ensemble pour parler de littérature et essentiellement de vos œuvres récentes qui sont disponibles dans les maisons d'édition et dans les kiosques chez Triptyque, n'est-ce pas, le vôtre, et également à la Maison en Feu. Titre assez particulier pour une maison d'édition quand on sait qu'on y vend des livres. Et Myriam Chancy, vous publiez chez Martial, oui, sous la direction de Stéphane Martelly, qui est parmi nous aujourd'hui. Alors voilà, donc vous nous avez publié un livre, Myriam Chancy, qui est assez poignant. Merci. Puisqu'il s'agit, son titre, Voix, éclair, tonnerre, puisqu'il s'agit à la fois d'une histoire de conversion chez tous ces personnages dont vous déclinez les prénoms, chaque prénom ayant une histoire. L'espoir ne me venait pas des dieux, dit un de ces personnages, mais des rythmes. Je trouve ça très émouvant. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cette conversion à l'occasion d'un cataclysme naturel, c'est-à-dire un désastre naturel qui a eu lieu le 12 janvier 2010 en Haïti, un séisme de proportion à la magnitude 7.3 a causé à Port-au-Prince en particulier, dans les environs, entre 250 et 300 000 morts. Oui. Ce fut effroyable. Et vous avez pris une dizaine d'années. Oui, à peu près 6 ans pour écrire le roman. Et puis après ça, bien sûr, ça a pris 2 ans dans le processus éditorial pour venir à vie. Publié d'abord en anglais, What Storm, What Thunder, et maintenant avec Les Martial, avec une traduction exceptionnelle de Chloé Savoie-Bernard, qui est aussi poète. Et c'est un roman à voix chorale. Alors, il y a 10 personnages qui racontent comment ils ont vécu ou survécu le séisme de 2010 en Haïti. Il y a des personnages qui sont à l'intérieur d'Haïti, comme il y en a dans la diaspora, des enfants, des gens âgés, et par l'intermédiaire de leur voix, le lecteur peut vraiment ressentir ce que fut d'être parmi les vivants et même les morts de ce cataclysme. Il y a également dans votre livre l'éloge des femmes. Absolument. L'éloge de ces femmes marchandes, empoussiérées au ras de la terre, comme vous les appelez, qui vendent leurs fruits, leurs denrées, et qui incarnent dans leurs pupilles cette lueur divine. Le nom de Dieu s'inscrit. Oui. Est-ce que c'est une religiosité de plus dans une culture haïtienne
très marqué par la religion. Pour moi, c'est la spiritualité que j'ai voulu... j'ai voulu donner vie à les croyances vaudou qui animent le peuple haïtien depuis la Révolution jusqu'à nos jours. Et donc, Malou, au très début de ce roman, Malou qui est marchande, qui a le premier mot et le dernier mot du roman, invoque Grand Nézili, une invocation qui fait partie de son deuil et elle a une volonté de vouloir mettre, de survivre à cette époque, mais tout en donnant aux ancêtres leur voix. Alors, on commence avec l'Egba, une épigraphe au l'Egba, qui ouvre les portes aux lecteurs à cette culture haïtienne. Et ensuite, Malou reprend avec l'invocation à Erzuli pour elle-même mettre en question les croyances catholiques avec lesquelles elle a été élevée, pour revenir aux croyances vaudou qui va la permettre de passer à travers ce moment de difficulté et de perte. Oui, il s'agit en fait d'un livre qui commence par la mort de la mère. Il y a quelqu'un qui meurt au début du livre, c'est une maman. Ça m'a fait penser évidemment à L'étranger de Camus, où il y a une... Aujourd'hui, maman est morte, vous connaissez l'incipit. C'est Malou qui se rappelle la mort de sa mère. Oui. Et le fait qu'elle a besoin de retourner les os de sa mère à son village. Et le livre va se terminer avec le retour de ces os à ce village natal. Mais c'est donc un moment où chaque personne qui doit maintenant subir un deuil à l'échelle nationale se rappelle leur propre mort. Alors, mais il y a aussi une femme, Sarah, qui est dans ses trentaines, qui perd ses enfants, par exemple. Alors, c'est non seulement les morts des morts dont on est habitué, la mort d'un parent, mais les morts subites d'enfants, de gens qu'on espérait voir grandir, qui n'auront aucun avenir. Il y a toutes ces morts, effectivement, qui précèdent le cataclysme, voilà. Comme si le cataclysme, le désastre de ce tremblement de terre, venait s'inscrire presque naturellement. Et comme s'il s'agissait aussi d'une malédiction, puisqu'il y a une filiation de père en fils. Vous faites allusion au Duvalier, oui. Avec une espèce de pudeur en même temps, des tontons macoutes qui sont cités, mais vous n'insistez pas trop, comme si déjà de mettre en forme, d'utiliser la littérature pour exprimer toute cette souffrance, c'était déjà une forme de régénérescence. Je crois que c'est Lovecraft qui dit cela. Débarrassons-nous de tout, détruisons tout, éradiquons tout et écrivons. Oui, c'est parce qu'on renaît dans l'écriture, par l'intermédiaire de l'écriture. Alors ces personnages, même il y en a qui sont des esprits, c'est plus des êtres vivants. C'est une façon de les faire renaître par l'écrit. Et puis la période du valliérisme, bon, il faut l'invoquer parce qu'il y a eu tellement de morts pendant cette période. Mais dans mon roman, ce que j'essaie de capter, c'est le fait que le séisme a été une coupure entre le passé, le présent et le futur. Alors que chaque personnage donne un sens à sa propre réalité, le vécu, et comment cette coupure, cette fissure les a cassés d'un passé qu'on ressasse. Mais maintenant, il faut trouver un renouvellement pour Haïti, et c'est de ça que les personnages parlent. J'ai beaucoup aimé cette sonnerie aux morts des cellulaires, dont la sonnerie de plus en plus faible s'éteint sous les décombres. Oui. Vous avez une phrase admirable, une variété de sonneries faibles et persistantes se levait comme un vent dessous la terre. Il y a cette espèce de... On imagine cette sonnerie aux morts oui, et que vous aussi, mettez en scène avec beaucoup d'à-propos. C'était aussi pour créer un espace sonique pour le lecteur, pour qu'il puisse entendre ce que les personnages, eux, ont entendu et aussi ce qu'ils ont ressenti à cette époque. Très bien. Merci. Nous allons revenir à vous. Mortel m'a beaucoup impressionné, ce récit.
Oui. Dans lequel vous mettez en scène cette question essentielle, condamné à ne pas me décomposer. Or, comme a dit Camus, les hommes meurent et ne sont pas heureux. Oui. En fait, c'est ça. Le collectif, je pense, fait quand même un travail difficile de représenter la mort sous différents aspects. Et puis quand l'appel est paru, dirigé par Alice Rivard, mais aussi à l'époque, il y avait Maud Jarry qui a participé à écrire l'appel, il m'est venu tout de suite cette idée d'investir un diagnostic qu'on m'a donné quand j'avais 14 ans, qui était l'obésité morbide. Et puis ce mot morbide m'a comme appelé, m'a vraiment, c'est inscrit dans ma chair depuis l'adolescence. Et je me suis dit, et je m'en tiens loin. Il y a toujours une honte liée à ça, une culpabilité. Et je me suis dit, là, on va y aller. Puis c'était vraiment ça que l'appel faisait, c'était de dire, ben, on brise les tabous. Et puis on va dans les espaces les plus sensibles. Et donc là, je me suis permis de faire ça et d'exposer, dans le fond, ou de faire le parcours de mon corps, de ma chair, jusqu'à la mort, donc jusqu'à la décomposition. Votre témoignage est très émouvant et m'a beaucoup touché dans un ensemble où il est question, j'ai lu l'ensemble des récits comme un véritable traité médical. Parce qu'il y a la cryogénation, il y a des démences, il y a également, une de vos collègues évoque l'anémie falciforme en Afrique de l'Ouest, une démence. Enfin, il y a quantité de maladies et l'obésité morbide, vous l'écrivez d'ailleurs en vandalisant le mot. Oui, à l'oral, on peut moins le faire, mais j'ai fait le choix d'enlever, de couper le « et », l'accent aigu, pour souligner aussi l'aspect, en fait, tout à fait fabriqué de ce diagnostic-là, qui, au final, est très arbitraire, puis est vraiment décrié quand on va dans les études là, sur la médicalisation puis les violences médicales. Il y a vraiment beaucoup plus de raisons morales pour lesquelles on donne ce diagnostic-là que de raisons médicales. Et puis, donc, c'est pour ça que j'ai choisi là, de souligner cet aspect-là en censurant ou en amputant une partie du mot. Oui, tout à fait. Vous mettez un astérisque à la place du E accent aigu. Et donc, on est dans l'incapacité de lire le mot. Et j'ai trouvé cette transformation lexicographique assez intéressante, lexicale en tout cas, où vous modifiez le mot, il est imprononçable. Oui, voilà. C'est une façon aussi en fait, d'échapper au diagnostic. Donc, comme on m'a donné ce diagnostic, on m'a nommé, ben là, si je le rends imprononçable, si j'efface le mot, ben j'y échappe aussi. Oui. Alors, également, il y a des passages intéressants sur les questions qui me semblent importantes. C'est une autre dimension que j'ai observée dans votre récit. C'est la question de l'addiction. Il n'y a pas seulement que le diagnostic dont vous faites une construction. Vous dites c'est une construction. C'est même une injure morale. Et ça commence très tôt chez vous. Parce qu'il y a deux parties dans votre livre. Il y a la partie où vous êtes filiforme jusqu'à l'école primaire. Vous êtes longue et mince. Et puis, brusquement, quelque chose se passe. Vous ne dites pas qu'est-ce qui a provoqué ce changement. Mais on imagine, en tout cas le lecteur imagine que quelque chose a dû se passer pour que la nourriture devienne une addiction, une véritable. Et là, il y a cette prise de poids qui est presque incontrôlable. Oui, ben en fait, il n'y a rien qui s'est passé, puis c'est un peu... ce discours-là va revenir souvent, l'espèce de... On fait souvent le lien entre le poids puis la nourriture, mais c'est pas... tous les corps existent. Tous les corps existent dans plein de formes, et puis les gens... comme la taille, on la contrôle pas non plus. Et puis donc, c'est pas... Mon intention, c'était pas de
de suggérer un événement traumatique ou de suggérer vraiment juste souligner le fait qu'il y a eu un changement. Et puis, il y aura des changements corporels dans la vie de beaucoup de gens, souvent sans raison, en fait. Donc, c'est vraiment... donc, je trouve ça intéressant de voir votre lecture, mais pour moi, il n'y a pas tant ce côté d'addiction non plus. C'est vraiment plus de dire, bien, il y a un changement qui s'est produit et puis ce changement-là a un effet dans la socialisation. Et donc, il y a cette présence du corps, un corps, dites-vous, en trop. Hein? Oui, il y a quelque chose d'en trop qui parcourt ce récit et nous sommes lecteurs touchés par cette mise en scène que vous faites contre la violence sociale qui vous place, comme vous venez de le dire, hein, dans une catégorie diagnostique qui est probablement une marginalisation, voire même une humiliation. Oui, tout à fait. Puis c'est là aussi où le deuil devient pas tant un deuil suite à un événement, mais une espèce d'humiliation constante qui fait que le parcours normal d'une personne ou le parcours valorisé d'un enfant, d'un adolescent, d'un adulte, il devient inaccessible. Donc, tout ce qui est considéré comme étant juste banal devient quelque chose d'un peu plus... comme un reproche constant à chaque geste, à chaque fois qu'on va acheter des vêtements, à chaque fois qu'on veut faire du sport, des choses comme ça. Et puis, donc, le deuil s'inscrit finalement à même la chair, comme la mort le fait, par le diagnostic là, de morbidité qui est donné comme ça. J'ai été également touché par ce moment où vous décidez de faire du sport. Vous devenez... J'ai joué beaucoup au soccer et ça m'a rappelé... cette période de ma vie où vous avez décidé de devenir, comme on dit, arbitre ou, j'allais dire, gardienne de but. Vous avez été gardienne de but, voilà. La gardienne de but ou le gardien de but occupe sans doute la place la plus importante ou la plus tragique. Vous connaissez cette phrase toujours de Camus, je ne sais pas pourquoi je le cite, mais... On y revient. On dirait, c'est une compulsion. Eh bien, c'est parce que cette citation est très belle lorsqu'il dit que j'ai tout appris du monde sur un terrain de football. Oui. Et puis, c'est ça, au final, ce que j'y ai appris, c'est aussi un peu l'humiliation et la honte, malheureusement, parce que l'expérience du sport se finit pas très bien pour la narratrice, pour en fait, la version fictive de moi. Parce que justement, il y a aussi tous les regards, il y a tous les enjeux. Et puis là, le fait de jouer au soccer, d'être la gardienne de but, va devenir une fierté qui va amener une certaine ambition. Et puis ensuite, l'humiliation va couper les freins. Là, et puis, il y a un détachement du corps qui se fait là aussi. La solitude du gardien de but avant le penalty, vous avez connu? La solitude du gardien de but, oui, c'est toujours un peu particulier où on est à la fois responsable de beaucoup et exclu des victoires ou exclu des grands moments. Oui. Ou lorsque votre équipe, la défense a mal joué, c'est vous qui en êtes responsable. Oui, c'est ça. On sent le poids de tous les buts comptés. Ça, c'est sûr. À un moment donné, vous avez voulu également, sur les réseaux sociaux, changer d'identité. Vous avez occupé ou pris le rôle d'un garçon. Oui. Et vous aviez eu des espèces d'avatars où eux aussi, finalement, vous vous dites c'était des personnes, des êtres humains à qui vous avez fait croire que dans une espèce de fantasme imaginaire d'une identité de genre qui traverse un petit peu ces réseaux sociaux, c'est assez courant aujourd'hui. Oui, en fait, c'est ça, comme le corps devient quelque chose qui n'est pas
qui n'est pas sûr, qui est difficile, qui est toujours dangereux. C'est sûr que les réseaux sociaux, tout ce qui coupe du corps, justement, va devenir un lieu beaucoup plus facile à investir. Et aussi, notamment à l'identité de genre, mais comme c'est des questions qui marquent la chair, mais qui emprisonnent aussi, bien, le fait de se libérer de son corps, ça permet une exploration que l'enveloppe corporelle ne peut pas faire. Donc, en effet, il y a comme quelque chose du jeu où on va prétendre être quelqu'un d'autre, ou moi, c'est ça, je vais avoir prétendu être quelqu'un d'autre. Mais au dépit peut-être, ou en faisant quelques victimes là, à qui j'ai menti, évidemment, mais au final, c'est une exploration de moi-même. Tu sais, c'est un peu comme la fonction fatigue de la communication. Si ces personnes-là, au bout du fil, n'étaient pas plus réelles que moi, au final, dans ma mise en scène aussi. Et votre récit, nous continuerons tout à l'heure à l'explorer parce qu'il est riche, notamment sur ce que vous dites, je traîne mes blessures comme un châtiment, comme si vous étiez responsable et vous n'ignorez pas que sans doute il y a des neurotransmetteurs de l'appétit, de la satiété qui font que les gens qui font face à ce problème ne peuvent pas totalement être taxés de responsabilité, puisqu'il s'agit quelquefois d'une véritable maladie. Oui, en fait, si je dis que je suis responsable de mes blessures, c'est pas parce que j'y crois, que parce qu'on me renvoie ça. T'sais. Donc, c'est vraiment pour moi, tout le texte en fait vraiment une façon d'aller réinvestir le discours social. Et puis les reproches et les humiliations et les coups bas qui sont faits, donc tout ce qui est discriminatoire, de le prendre, puis un peu d'aller le déconstruire de l'intérieur. Donc c'est vraiment ce côté-là. Et puis, c'est quelque chose qui va arriver aussi avec beaucoup de personnes grosses qui vont refuser d'aller chez les médecins parce que la première chose qu'on va se faire dire, c'est « mais mange des légumes, mais fais du sport », tout ça, sans qu'on nous pose la question de est-ce que tu manges des légumes, est-ce que tu fais du sport. C'est « tu reviendras quand tu auras fait du sport, quand tu auras mangé des légumes et tout ». Et donc, le mouvement, en fait, tout ce qui est médical devient quelque chose à fuir. Et c'est vraiment ça. Donc, c'est le constat de, si on me dit que je suis responsable de mes maux, je dois l'être. Et puis, c'est un peu cet abattement-là qui va transparaître. Ouais. Un très beau récit. Merci. Merci. Nous allons maintenant aborder, Ève Landry, votre Céline après René. Hein? Yes, allô. J'avoue que vous êtes audacieuse tout de même, hein, ce titre. Ah, j'imagine. Oui. il y a quelque chose d'assez... Bon, il faut dire que j'ai bien connu votre icône, hein, par hasard, puisque j'ai travaillé longtemps à Charlemagne, à l'hôpital. Ouais. Et donc, le boulevard Céline, ouais. Je ne sais plus quelle est cette Céline, finalement. C'est très émouvant, votre livre aussi, parce qu'il y a là, encore une fois, hein, la question de l'agonie psychique, de la démence. Mm-hmm. Elle revient de funérailles, elle perd une Renée. Ouais. Et le prénom que vous choisissez, un peu comme chez Myriam Chancy, en dit beaucoup, de Renée. Comment vous avez choisi ce prénom ? En fait, c'est un clin d'œil à Céline Dion, René Angélil. Je ne m'en cache pas. On s'en doute. Il y a plein de petites allusions à travers le livre qui sont marquées. Mais en fait, c'est une histoire complexe, là, je pense, Céline Dion et René, là, que je ne veux pas réduire juste au renouveau. Mais pour moi, il y a une image un peu du phénix dans cette situation-là, dans le fait de pouvoir un peu se réinventer parfois après la mort de nos partenaires, de gens qui sont près de nous. Puis c'est la question que j'avais envie de travailler. Donc, oui, la mort comme fin, mais la mort aussi comme début et comme potentiel de nouveauté, même si on est avec un personnage qui habite en maison pour aînés et qui a 80 ans. Je voulais quand même offrir à ce personnage-là la possibilité de se redécouvrir elle-même. Donc, c'est de là que vient le titre.
C'est une très belle histoire, puisqu'il est question... quand elle prend le taxi, il y a un clin d'œil aux origines maghrébines ou arabes de René Angélil, qui était libanais. Le chauffeur de taxi s'appelle Malik. Oui. Alors Malik, je crois que ça signifie le roi, le prince, etc. Il est un peu comme l'un de vos personnages. C'est un immigrant, il est séparé, il est divorcé, il a des pensions alimentaires à payer. Le rêve de l'immigrant s'échoue. Là même où René Angélil, lui, a réussi un rêve d'immigrant, puisque ses parents étaient d'origine libanaise. Il n'avait plus un centime quand il a parié sur Céline Dion. Mais je ne veux pas réduire votre livre uniquement à une fable, à une allégorie de ce couple, de la culture populaire québécoise. Pas seulement québécoise, mais globale. Oui, c'est un phénomène, je pense. Les gens n'imaginent pas. Vous entendez, vous prenez un tap-tap à Hawaï ou un autobus en Indonésie, vous écoutez du Céline Dion. Hein. Les gens au Québec ne s'imaginent pas de l'extension globale, incroyablement, de sa voix qui infiltre, charme... partout elle-même, je crois elle-même ignore qu'on l'écoute partout dans le monde. Et il y a un passage où vous évoquez la pleine amplitude de ses poumons. Hein, oui, j'ai trouvé ça physiologique, hein, cette amplitude, cette inspiration de la chanteuse, de la professionnelle qu'elle est. Et ça gonfle son ventre. Mais c'est que je pense qu'à travers le livre, c'est drôle que tu parles de la chair d'ailleurs, mais je pense, en tout cas de mon expérience personnelle, que quand on est face à des grandes émotions, c'est parfois les moments où on est le plus dans notre corps, parce que l'émotion passe beaucoup par le physique. On l'imagine comme quelque chose de psychologique, je pense, mais l'émotion, c'est une réaction du corps. Et donc, le corps de Céline, sa matérialité, son rapport aussi à ses douleurs, parce que c'est quelqu'un de plus âgé, pour qui la mobilité est plus difficile, tout ça, s'inscrit beaucoup à travers son deuil et à travers le roman aussi, dans cette exploration-là de qu'est-ce que ça fait d'être seul dans son corps après avoir été 27 ans à deux corps dans un espace. Oui. C'est aussi un deuil mélancolique. Oui, oui. Hein? Ouais. Il y a 3 semaines, ta mort est débarquée et depuis, tu refuses de partir. Oui, mais je pense qu'on transporte beaucoup nos mortes avec nous. Par le devoir de mémoire, par cette fameuse image aussi, l'idée de la deuxième mort, qu'on meurt véritablement quand les gens cessent de se rappeler de nous. Et donc, je pense surtout au début du deuil, c'est parfois... nos morts deviennent presque une obsession. On pense toujours à eux, on s'imagine qu'ils sont là, on leur parle, tout ça. Mais c'est drôle que tu parles de mélancolie, parce que moi, je veux dire, oui, forcément, ça s'inscrit dans le deuil, mais ce que j'avais envie de travailler aussi à travers ce roman-là, c'est l'idée de la mort salvatrice, ou enfin, moi, c'est comme ça que je l'appelle, mais le personnage de René, dans la période qui précède le début du roman, souffre de démence. Et donc, sa mort arrive comme une salvation, comme un répit, pour elle, pour Céline. Et bon, pour la petite histoire, mon grand-père à moi faisait de la démence. Et donc, j'avais envie qu'est-ce que ça fait quand quelqu'un meurt et que, contrairement à cette image-là où c'est supposé d'être tragique, et bien là, soudainement, c'est positif. Oui. Tu sais, comment parce que le personnage de René apprend à Céline à mourir aussi. Parce qu'elle va mourir aussi. Son tour arrivera. Oui, forcément. Et donc, vivre avec quelqu'un qui a une démence, qui est une maladie progressive, qui enlève une espèce d'agonie psychique et physique, progressivement apprend au partenaire
aux survivants en tout cas, à mourir à son tour, doucement, Ouais. lentement, dans la dignité. À mourir, mais à vivre aussi, je pense. Puis ça se transpose aussi dans cette scène où Céline va passer du temps avec sa petite fille, qui est pas son enfant biologique à elle, mais qui va, à travers le tri des objets, de la garde-robe, va transmettre à cet enfant-là un peu de ce que sa grand-mère était. Puis, Oui, parce que vous présentez les garde-robes, on dirait que vous êtes allé prendre les mesures de ces garde-robes au domaine Charlemagne, ils sont tellement grands. au manoir Charlemagne. Vous présentez les garde-robes comme une espèce de cave d'Ali Baba, comme un trésor. Ouais. Un trésor de vie. Vous savez, beaucoup les personnes âgées hésitent à se débarrasser de leurs objets qu'ils ont aimés. Ces objets deviennent objets inanimés. Avez-vous donc une âme? Ces objets sont des témoins. Ah, ils sont empreints de mémoire, définitivement. Ben oui, c'est quelque chose aussi là, dans le deuil vient souvent pour les gens qui restent, en tout cas. La mort vient avec, ben oui, beaucoup de paperasse, mais aussi beaucoup d'objets. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces objets-là? Je pense que ça nous fait réaliser à quel point on cumule aussi beaucoup de matière, de matériaux. C'est comme une vie qui est recousue à travers tous ces objets qui sont là et dont on ne veut pas se débarrasser. Il existe même une maladie comme ça. Hein. Oui. Ça peut aller très loin dans l'obsession. Ça peut aller très loin. Ça peut déchirer même un tissu social quand la personne refuse obstinément de se débarrasser de ces objets. Ouais. Alors, il y a quand même une espèce de contradiction dans ces deux personnages. Elles se sont aimées, c'est une histoire d'amour aussi, qui finit dans la perte. À d'autres moments, cette histoire d'amour, comme vous dites, les prénoms racontent une histoire. Pardon? Les prénoms racontent une histoire. Oui, un peu. Céline et René. Ouais. Alors, Céline, c'est une histoire de vie. À la fin du livre, vous parlez de Thérèse Dion, la maman Dion, dans une note de bas de page, je crois. Oui, dans les... Et alors, vous savez comment elle a appelé sa fille Céline? Ah non, je ne connais pas l'histoire. Oui. Alors, c'est son 9e enfant. Mm-hmm. Et c'est une famille pauvre. Elle n'en peut plus et elle va voir un prêtre parce qu'elle veut avorter de ce bébé. Elle va voir un prêtre et le prêtre lui dit Dieu te pardonnera si tu avortes parce que avec Adhémar qui ne travaille pas et toutes ces misères, etc. Et le soir venu, elle entend une chanson, Céline, ma fille, de Hugo Frey, le chanteur français. Et cette chanson la bouleverse et elle décide de garder sa fille et elle l'appelle Céline. Oh. Et j'ai trouvé cette histoire très belle parce que, en même temps, elle a échappé à quelque chose, cette Céline. Oui, la Céline du roman aussi échappe un peu à son propre destin, si on veut. Là, voilà. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a tout l'autre côté du roman, en dehors du deuil, c'était pour moi, c'était d'explorer la vieillesse queer qui est très peu présente. Moi, enfin, j'ai connu très peu d'exemples de vieilles lesbiennes dans ma vie. Et donc, pour écrire ce roman-là, je suis allée prendre des cafés avec des gens plus âgés, puis pour discuter un peu de cette réalité-là, de ce que c'était de faire son coming out à une époque où c'était encore pire que maintenant. Et donc, Céline, c'est un personnage qui va aussi, comme beaucoup de nos aînés de la communauté, va s'exiler de son lac Saint-Jean natal pour venir en ville, venir à Montréal C'est un peu le parcours de la vraie Céline. Oui, aussi. C'est exilée aux États-Unis, etc. Et oui, c'est un livre
C'est une allégorie très belle. Qu'est-ce qui vous a orienté vers la mort comme ça? Vers la mort? Ben, c'est ça. Vous êtes si jeune pour être... Ben, c'est ça. Mon grand-père est décédé en 2020, au tout début de la COVID. Puis, comme je disais, ça m'a fait réfléchir à ces morts-là qui sont, qui demeurent tragiques parce qu'on perd quelqu'un, mais qui ont quelque chose de joyeux, de profond. Ben, je ne sais pas si joyeux est le bon mot, là. Ouais, de quelque chose qui apaise, en fait. Oui. De la mort qui apaise quand on se dit réellement et qu'on le pense, là, que c'est mieux maintenant, c'est mieux comme ça. Cette personne-là est mieux où elle est. Le sentiment de finitude de la mort n'est pas si tragique. Oui, voilà. Hein, vous semblez dire. Voilà. Oui. Mais le fait que ce soit pas tragique rend pas pour autant le deuil moins percutant et moins lancinant. Mais je trouve que ça lui donne peut-être plus de nuances, plus de tendresse. Puis j'avais envie d'explorer le rôle de la mémoire et de la tendresse dans Oui. tout ça. Alors, nous revenons à vous, Myriam Chancy, pour votre beau livre également. Voix, tonnerre, éclair, je ne les dis pas dans le bon sens, je pense. C'est bon? Oui, Cette ça. idée d'un désastre naturel, mais on dirait qu'il n'est pas naturel, ce désastre. Ben non, parce que le niveau le nombre de morts, la calamité avec 1,7 million de gens sinistrés, 300 000, 310 000 personnes qui ont disparu après 45 secondes. C'est vraiment une échelle extraordinaire qui a été, en fait, dans un certain sens, établie par les infrastructures vraiment... Vermoulu du pays Exactement. et de l'irresponsabilité de ses dirigeants. Moi, je n'irais pas aussi loin que ça, parce Oui. qu'on sait que le gouvernement haïtien a été chamboulé les dernières années, mais il y a aussi à l'échelle internationale un manque d'attention à Haïti, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a 16 milliards de dollars qui sont rentrés en Haïti après le séisme, et aucun de cet argent est resté pour aider la population. En raison de la corruption. Il y a de la corruption, mais de la corruption qui vient aussi de l'extérieur. Alors, Oui, mon roman, moi, c'est vraiment pour parler des gens, de la population populaire qui vraiment se lutte pour continuer à survivre malgré ce manque d'investissement dans l'infrastructure, que ce soit par la communauté internationale ou que ce soit par le gouvernement à l'intérieur d'Haïti. Alors, c'est pour montrer comment une marchande, un enfant de 10 ans, un comptable, comment eux, ils subissent ce cataclysme, mais ils veulent continuer à travailler dans ce qu'on appelle en Haïti le milieu de la combite, ça veut dire dans le collectif, pour le bien collectif. Alors c'est ça vraiment que le roman essaie de parler pour ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes de la lutte à l'intérieur d'Haïti pour un meilleur avenir, malgré ce cataclysme. Oui. J'ai envie de vous poser une question. Vous parlez très bien le français. Heureusement, mon père était vous enseignant avez français. écrit ce livre en anglais Je l'ai écrit en directement, anglais, parce que oui. vous êtes américaine et Je suis canadienne-américaine. canadienne-américaine. Ici. Voilà. Vous êtes donc de langue française. Pourquoi ne l'avez-vous pas traduit vous-même? Parce que je suis prof de littérature anglaise, moi. Oui. Alors, ça veut dire que j'ai une formation, doctorat, maîtrise, tout ça, bac, en anglais. J'ai aucune formation formelle en français après l'âge de 10 ans, mais mon père est enseignant français. Alors, c'est assuré que je parlais bien le français. Oui. Alors, il faut dire cadeau à mon père, chapeau bas à mon père. Mais mes parents ont toujours voulu qu'on parle le français. Ils parlaient français à la maison, créole aussi. Alors, ma mère m'a appris à lire le créole quand j'étais toute petite. Alors, j'ai commencé avec Maurice Leroy. Et puis, alors, je sais lire le créole, je peux écrire en créole. J'ai écrit une partie de ce roman, en fait, en français d'abord. Il y a un personnage qui est haïtien-français, qui s'appelle Richard, qui est millionnaire, Oui. qui trafique dans la vente d'eau Oui. bouteillée. Et puis, lui, il trouve sa chance avant le séisme pour vendre de l'eau en Haïti.
C'est un des sous-thèmes du roman, qui a accès à l'eau potable et qui n'y a Il n'a pas. accès, oui. Et j'ai écrit Richard en français parce que j'ai pensé, bon, je veux qu'il s'exprime en anglais comme un français. Alors, je l'ai écrit d'abord en français, je l'ai traduit en anglais pour que ça se reste proche du français. Et puis ensuite, Chloé l'a retraduit en français. Ça se rapproche de ce que j'avais écrit à l'origine. D'accord. Mais il faut dire que je crois que Chloé a fait un beau travail, un meilleur travail que j'aurais pu le faire moi-même. Parce que je pense en français et en créole et je crois que ça marque mon anglais, mais je ne peux plus écrire couramment en français. Alors, je suis chanceuse d'avoir une éditrice comme Stéphane Martelly, qui est haïtienne-canadienne, et j'espère qu'elle va entreprendre de faire plus de traduction de mes travaux pour que ça puisse être reçu ici au Québec et ailleurs. Oui, ça me fait penser à une citation de Goethe qui, quand ses poèmes ont été traduits, a dit de cette traduction qu'il ne pouvait plus lire l'original en allemand. Ah oui? Et que la traduction française était beaucoup plus vive, plus émouvante que ce qu'il... Est-ce que ça vous est arrivé de trouver la traduction de votre livre tout aussi émouvant, peut-être davantage? Je crois que... je crois que c'est à parité. Ce que je peux dire, c'est que je me retrouve dans cette traduction parce que j'ai eu d'autres traductions où je peux pas lire la langue, où je me retrouve pas. Et quand je lis Chloé, j'entends ma propre voix. Alors, je crois que c'est vraiment fidèle à l'original et c'est vraiment, pour moi, un grand compliment qu'elle a pu retrouver ma voix, la transmettre en français et en même temps faire son propre ouvrage avec la traduction. J'ai été frappé aussi par le rythme très américain de votre écriture. Vous trouvez? Oui. Okay. J'ai vu les Américains, eux, ils disent oh, elle est un peu trop française pour nous. Mais... J'ai vu passer Faulkner. J'ai vu passer, les grands écrivains américains qui embrassent un sujet de façon extensive, de façon... Ah, ça, c'est intéressant, parce que moi, je trouve que c'est plus dans la tradition haïtienne que d'être très expansif. D'être expansif. Oui. En fait, c'est peut-être la tradition créole dans le sens où la créolisation part du Mississippi jusqu'au Brésil, en fait. Oui, on peut dire ça. Voilà. Absolument. Vous avez des vagues comme ça qui n'arrêtent pas, qui reprennent et qui sont presque telluriques, aussi intenses que le sujet que vous traitez. Oui, oui, oui. Parce que vous traitez finalement d'un affrontement de plaques tectoniques. Oui, oui, voilà. Exactement. Donc, au niveau social, international. Extrêmement violent. Absolument. Voilà. Oui. Je reviendrai à vous également. Oui. Sur... vous évoquez à la fin de votre récit la dépression et l'anxiété. Oui. Et cela m'a touché parce que la souffrance que vous avez vécue, ou que votre personnage a vécue, pour être beaucoup plus précis. La ligne est toujours voilà. Dansante. Vous permet d'aborder cette souffrance avec beaucoup de pudeur. Hein, et ça finit par quelque chose d'assez terrible où vous accusez, où vous nommez la mort, la décomposition du tas de graisse. Il y a là à la fois une contrainte morale de vous nommer ainsi et une force en même temps. Oui, bien, c'était cette image-là, comme les trois mots, là, comme juste les derniers mots de la nouvelle. Donc, si jamais, c'est juste un tas de graisse. Oui. Puis c'est pour décrire, dans le fond, moi, le personnage qui attend dans la salle médicale, qui attend un rendez-vous médical, justement, pour traiter l'anxiété, la dépression. Puis ces mots-là sont venus. Puis même si la nouvelle a changé beaucoup dans les versions, ces mots-là restaient comme la fin. Puis c'est vraiment là, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste si mon corps, c'est plus moi?
si s'il est plus humain, si c'est vraiment juste ça. Puis, bon, tant qu'à dévoiler la fin, allons-y, où il y a vraiment cette idée-là de dire, ben, je suis dans la salle du médecin, je vais attendre mon rendez-vous médical, et puis là, toute la pensée par rapport à la mort, au rite funéraire, à qu'est-ce qu'on va faire de mon corps, est-ce que même il existe des cercueils dans lesquels je vais rentrer, est-ce qu'on va pouvoir me porter, peu importe, vont venir aussi. Et la façon dont moi, en tant que personne, j'ai toujours évacué ce débat-là, c'est de dire, mais c'est pas grave, je vais donner mon corps à la science. C'est ma façon pragmatique de penser à la mort de toute façon, puis ça se rapproche de ma volonté. Et puis là, au fil de mes recherches pour écrire sur la mort, justement, je me suis rendu compte que je ne peux pas donner mon corps à la science parce qu'il y a une limite de poids pour donner son corps à la science. Et puis, c'est sur ce constat-là que termine la nouvelle, sur le fait que, ben, je voudrais simplement me décomposer, qu'on observe ma décomposition. Je voudrais être couchée là, puis que des scientifiques viennent me voir, puis voir qu'est-ce qui se passe au jour 1, au jour 2, au jour 3, comme tous les autres corps autour de moi, mais que ça ne m'est pas accessible. Parce que et puis, ils disent dans le petit formulaire que c'est le matériel qui ne permet pas de recueillir des corps de plus de X pieds de long et de 190 ou 200 livres. Donc, c'est vraiment sur ce constat-là que se termine le récit, sur le fait que, ben, il y a peu de contrôle sur le corps dans la vie, ce qu'on pensait pouvoir avoir dans la mort, et puis au final, non, il y a peu de contrôle sur le corps dans la mort aussi, au final. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce changement sociétal que nous vivons aujourd'hui, qui s'appelle l'aide médicale à mourir. Dans ce que vous venez d'évoquer, c'est la loi qui s'impose et la loi qui permet à des personnes souffrantes de choisir sous une forme qu'on pourrait appeler un suicide assisté. Votre récit en filigrane autorise cette pensée-là. Celle de donner le droit à mourir? Oui. Oui, ben, je pense que tout le monde devrait avoir le contrôle sur sa personne, sur sa vie, sur sa chair. Puis au-delà de ça, il y a aussi tout le recueil s'inscrit là, dans une pensée qui s'appelle dette positive, qui repense notre rapport au rite funéraire. Puis au final, pourquoi est-ce que la loi ne permet pas que on prenne soin de nos corps, de nos malades, de nos morts, tout ça, qu'on puisse nous-mêmes faire les rites funéraires comme ça se fait dans plein d'autres cultures? Pourquoi il y a tant de limitations par rapport aux rites funéraires? Donc, tout ce qui... Je pense que c'est ça, la loi intervient à beaucoup d'étapes, oui, tant de la vie que de la mort, qui, au final, n'est peut-être pas de son ressort. Tu sais. Donc, il y a peut-être une liberté à aller chercher dans la façon dont on fait nos deuils, dans la façon dont on traite notre propre corps, puis dont on... En tout cas, ça ouvre un débat. Ouais. Si l'on pense à l'écrivain français Michel Houellebecq, que vous connaissez peut-être, l'auteur de Soumission, les particules élémentaires, Houellebecq considère que l'aide médicale à mourir comme étant un déni de civilisation, une véritable barbarie, ouais, de donner aux hommes le droit de mourir de cette façon, puisqu'ils n'ont pas choisi le droit de vivre non plus. Nous avons, selon Houellebecq, cette fatalité-là, ce tragique humain d'être né sans l'avoir demandé. Tout à fait, oui. Et donc, de mourir en le demandant constitue une espèce de contradiction morale qui nous donne un pouvoir sur la vie et qui, selon lui, ne devrait pas être. C'est un débat, oui, c'est un débat philosophique, c'est un débat moral. Voilà. Merci. Merci. Il y a un personnage dans votre livre, Ève Landry, que j'aime bien, Ed, Édouard oui. Saint-Louis. Oui, Édouard Saint-Louis, oui. Qui c'est ce mec? C'est qui ce mec? C'est qui ce mec? Donc, Ed travaille aux cuisines, oui, du manoir Charlemagne, qui est la maison pour personnes âgées où réside Céline.
et qui est un jeune haïtien queer. Et puis, ils vont se... J'avais envie d'écrire une amitié improbable entre cette vieille dame et ce jeune homme qui vont, c'est ça, se lier d'amitié dans le peu qu'ils ont en commun, mais qui est, je pense, un peu l'essentiel. Il lui fait des œufs brouillés, en tout cas. Pardon? Il lui fait des œufs brouillés. Oui, il fait des œufs brouillés. Ils vont manger du gâteau ensemble. Et puis, ils vont s'embarquer dans de folles aventures. Mais ouais, j'avais envie... En fait, c'est ça. Je pense que j'avais envie de retourner à la fiction puis de me dire, ben c'est une fiction, je peux bien y inventer ce que je veux. Et moi, j'ai envie que ces deux humains-là se rencontrent, guérissent ensemble des blessures, découvrent de la lumière, échangent et se rencontrent. Et je pense qu'on est à une époque où on est... Ben, en même temps, y a-t-il une époque de l'humanité où on n'a pas été déchiré? Je sais pas. Mais je pense qu'on est dans une époque de déchirement beaucoup super individuel et où on a comme besoin de se rassembler, on a besoin de parler, de tisser des liens, de crier ensemble, d'être enragés ensemble, de pleurer ensemble. Et j'avais envie de me laisser le droit dans la fiction d'inventer ça. Oui, tout à fait. On dirait qu'effectivement que c'est une lumière qu'il apporte à Céline. C'est aussi une forme de régénérescence, une forme de renaissance, une forme de rédemption. Qu'elle passe par lui. Parce qu'au départ, il y a Malik, un immigrant arabe qui est une forme un peu tragique. On peut dire. Ouais. On peut dire que c'est un échec personnel, etc. Et puis arrive Édouard Saint-Louis qui, lui, représente quelque chose d'autre. Un monde de possibilités, oui, voilà. Je pense. Un monde, une fantaisie dans la vie de Céline. Oui, mais je pense que c'est ça. C'est à travers donc cette mort-là qui devient la possibilité d'un début et où Céline sort de ce cocon-là à deux personnes. Ben là, soudainement, il y a un monde, il y a une galerie de personnages autour d'elle, de gens qu'elle va rencontrer et où elle va se rendre compte que il y a plus, en fait. Il y a plus, il y a d'autres choses à découvrir, il y a d'autres gens à découvrir, il y a d'autres cultures à découvrir. Il y a tout ça auquel elle était un peu peut-être fermée à cause ou malgré elle, ou un peu des deux, on ne sait pas. Est-ce que je peux sauter là-dedans? Parce que j'étais en train d'écouter, parce que c'est ça qu'on peut faire avec la fiction. Parce que là, je suis en train d'entendre parler de ton livre, et puis je vois qu'on a des liens, parce que dans mon roman, j'ai aussi un taximan, des musiciens qui essayent de se découvrir. J'ai aussi des personnages qu'on dit en Haïti M, queer, qui viennent de la société M. Et puis, il y a une amitié improbable entre deux êtres, Sonia et Dieudonné. Tout le monde pense que c'est un couple, mais en fait, ce sont de bons amis qui vont survivre et puis qui s'aident entre eux. Alors, c'est comme si nos personnages pourraient se rencontrer, que ce soit à Port-au-Prince ou à Montréal, au Québec, et puis se porter aide. Alors, ce fait qu'on imagine dans la fiction ces possibilités, je crois que c'est incroyable, vraiment. Parce que les personnages en fiction, ça devrait être des gens qui reflètent, des gens qu'on pourrait rencontrer sur le boulevard Saint-Denis, n'importe où. Oui, exactement. Et puis, alors, je crois que c'est ça qu'on peut faire. Mais je pense que ça parle de ce besoin humain-là qu'on a aussi de connecter, puis de... Vraiment, mais je suis contente de t'entendre dire ça. Je vais aller prendre son livre à son kiosque après. Mais moi aussi, je vais aller chercher ton livre, il semble très bon. C'est quoi le titre original? Je me demandais. C'était What Storm, What Thunder. What Storm, What Thunder. Alors, il nous reste quelques minutes pour la période de questions. Parmi vous, cette conversation a sans doute suscité des émotions, des pensées, des affects, des interrogations. Les autrices sont là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas, surtout pas. Voilà, merci. Merci. Allô? Allô? J'ai une question pour vous, Myriam. Tantôt, Ève parlait de la mort, mais lumineuse ou
Puis je me disais, dans votre livre... Approchez votre micro de votre bouche. Désolée. Voilà, c'est mieux. Parlez bien fort parce que... Faut parler fort. OK, désolée, je vais parler plus fort. On parlait de mort lumineuse, mais je me disais, dans votre livre, c'est sûrement à 1000 lieues de quelque chose de lumineux. Je me demandais, qu'est-ce que vous pensiez de ça, le concept de mort qui fait du bien? Oui, ben, parce que dans mon roman, je parle de mort à plusieurs points de vue. Parce qu'il y a certains personnages, par exemple, il y a un personnage qui a 11 ans, il s'appelle Jonas, et au début, on ne sait pas qu'en fait, il est mort. Il paraît comme un être vivant, mais c'est aussi parce que la croyance en Haïti, c'est que les morts continuent à marcher avec nous. Ils sont des êtres qui sont maintenant des esprits, mais ils continuent à vivre. Mais il y a des personnages qui n'arrivent pas à croiser ce moment de perte d'autres. Alors, ce que je voulais illustrer dans le roman, c'est que quand on a ce genre de disparition à l'échelle qu'on a eue à Port-au-Prince, il y a des gens qui ne peuvent plus fonctionner après. Il y a des morts vivants. Il y a des gens qui sont toujours en vie, on les voit, mais ils ne peuvent plus fonctionner comme avant. Alors, il y a par exemple un personnage, Sarah, qui a perdu 2 enfants sur le coup, et elle est dans un des camps pour les sinistrés, et elle n'arrive pas à... Elle est submergée par la déprime, elle est complètement déprimée, elle n'arrive pas à s'en remettre. Et c'est les autres autour d'elle qui vont l'aider à continuer son chemin. Mais par contre, son mari, qui lui est parti, est allé dans un autre camp, il va se suicider. Et ça, c'est parce que je voulais transmettre que ce n'est pas tout le monde qui arrive à voir le deuil ou la perte comme un moment de renaissance. Bien sûr, pour la population en général, ceux qui restent, il doit y avoir un renouvellement, mais ce renouvellement n'est pas toujours possible. Et on a, quand il y a un cataclysme de ce genre en Haïti et ailleurs, on parle toujours de cette résilience de la population, mais ce n'est pas tout le monde qui est résilient. Les gens persistent, mais des fois, on ne peut pas passer à travers. Et c'est une réalité. Alors, je voulais que le lecteur prenne compte de cette réalité, et aussi parce que pour les autres qui sont touchés qui sont témoins au deuil, ils peuvent peut-être aussi porter aide à quelqu'un qu'ils voient qui est en train de souffrir sous le deuil. Alors, ce n'est pas tout le temps qu'on peut être renouvelé par cette perte. Voilà, donc une dernière question, je pense qu'il nous reste 1 minute ou 2. Voilà. Bien. Alors, je vous remercie infiniment. Je ne me suis pas présenté au début. Mon nom est Joël Desrosiers. Je vous remercie beaucoup de votre attention et au nom des autrices, merci de cette conversation. Merci Joël. Merci. Venez nous voir au kiosque. Oui. Alors, je vous suggère évidemment d'aller chercher une dédicace. Elles sont là pour ça, au kiosque des Martial. Et Martial. De Myriam Chancy, au kiosque de Triptyque, pour le livre Le Récit Mortel, et au kiosque de la Maison en Feu, pour Ève Landry. On va faire une petite photo de... Si vous voulez, quelqu'un peut nous faire une photo.